savez, on lit les journaux, on regarde la télé, on écoute la radio, puis on entend parler qu'il y a eu un accident grave, que la personne est blessée gravement, mais on ne craint pas pour sa vie. On a tout de suite le réflexe de penser que la personne s'en est sortie. Vous avez sûrement entendu ça souvent dans les médias. Hein? La personne a eu un accident grave, mais on ne craint pas pour sa vie, on a tout de suite que la personne s'en est sortie. Moi, je me suis aperçu qu'après mon accident, ça ne fonctionnait pas tout à fait comme ça. Après un accident, il y a une certaine réadaptation à passer, il y a certains moments difficiles à passer. C'est pas tout le temps facile. Moi, comme je dis tout le temps aux gens, une personne qui est blessée, devient agressif, devient frustrée. Il y a des étapes à passer par en avant. Moi, j'ai eu un accident en juillet 1982, 27 juillet 1982. C'est arrivé à la mine Bousquet, en Abitibi. J'étais mineur de Bétis. On était en train de creuser le puits à la mine Bousquet, puis j'ai regardé en l'air. J'ai vu qu'il y avait un bloc de bois à peu près de 4 pieds de long par 8 pouces carrés qui était prêt à tomber. Enfin, j'ai monté sur la dernière plateforme pour réparer le bloc temporairement. Je voulais installer des coins de bois en arrière pour le solidifier. J'étais accroupi, puis j'étais en train d'essayer d'installer des coins de bois. J'ai perdu l'équilibre. En perdant l'équilibre, j'ai eu le réflexe, j'ai mis le pied sur le bloc a lâché. J'ai fait une chute de 15 mètres, c'est à peu près 45 pieds. Vu la gravité de l'accident, j'ai été transféré par avion à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Quand je suis arrivé à l'hôpital Notre-Dame, il y avait déjà une équipe de médecins qui m'attendait pour passer des radiographies, passer des tests. Après qu'on ait fini de passer la radiographie, ils m'ont transféré à l'étage, dans une chambre privée. La surprise que j'ai eue quand je suis arrivé dans la chambre, il n'y avait pas de lit. Il y avait seulement comme une planche de bois avec des straps. Eux autres, ils appelaient ça un stretcher. Moi, j'appelais ça une plaque à barbecue. Pourquoi j'étais strappé là-dessus des pieds à la tête, puis à toutes les 2 heures, ils venaient de tourner pour que je fasse un peu de pression. Ça a pris 3 jours avec les médecins de me dire vraiment ce que j'avais. C'était 3 jours qui m'ont paru très longs. Pourquoi est-ce que j'essayais de me convaincre que c'était pas si pire que ça? Parce que veux pas, quand tu es strappé comme ça, des pieds à la tête, tu penses tout de suite à la colonne vertébrale. Bien, vu que j'étais strappé de la tête, je ne me voyais pas les orteils. Je ne me voyais pas les genoux. Dans ma tête à moi, mes orteils bougeaient, mes genoux bougeaient. Il fallait essayer de me convaincre, tu regardes, c'est pas si pire que ça. J'ai bien seulement que les 2 jambes de fracturées, j'ai bien seulement que le bassin fracturé. Je vais être ici 4-5 semaines, après ça, 5-6 mois en convalescence chez moi. Après ça, je me retourner à ma place de travail. Quand le médecin est arrivé au bout de 3 jours, il y avait des radiographies dans les mains, il me regarde, il me dit d'après les radiographies, il y a un problème. Et il me dit, tu es devenu paraplégique. Ça veut dire que tu vas être pris pour pousser un fauteuil roulant pour le restant de ta vie. Première réaction que j'ai eue, j'ai commencé à gueuler le médecin. J'ai commencé à m'assiner avec pour lui dire qu'il ne connaissait rien, qu'il s'était trompé. Pourquoi j'étais sûr qu'il s'était trompé? Parce que j'étais sûr que les orteils me bougeaient. J'étais sûr que les genoux me bougeaient. J'ai dit au médecin, regarde, je ne suis pas paralysé, mes orteils bougent. Il était là, il regardait mes orteils, puis il me regardait, il dit, ça ne bouge pas. J'étais encore plus frustré. Pourquoi est-ce qu'il m'assinait? Moi, j'étais sûr que ça bougeait. C'est là qu'il m'a expliqué que c'est une sensibilité fantôme. C'est pas comme quelqu'un qui va se faire amputer un bras. Il va se sentir encore les doigts, la main et les doigts pour une couple d'années. C'est cette sensation-là que je vivais. Je n'étais pas d'accord avec eux autres, j'ai continué avec lui, j'ai continué à m'assiner avec lui pour dire, mais moi, c'est pas pareil. Détache-moi de là-dedans, je vais te montrer que je suis capable de me lever debout. Il me regarde et il me dit, il y a une affaire, pour que tu comprennes. Là. Il y a des centaines de personnes qui ont passé avant toi. Là. Il y a des gens qui s'en ont sortis. Là. Ça fait qu'il me dit, si tu mets de l'eau dans ton vin, si tu mets de la persévérance, puis si tu peux mettre ton orgueil de côté, tu vas t'apercevoir que tu peux faire des vies normales. Tu peux pas faire une vie normale pareille. J'étais pas d'accord avec lui. Quelqu'un qui dit, tu vas être pris pour pousser un fauteuil roulant pour le restant de ta vie, mais tu n'as rien qu'à mettre un peu d'eau dans ton vin, tu vas t'apercevoir que tu peux faire une vie normale. Je n'étais pas d'accord avec lui. Enfin, ça restait comme ça. 2-3 jours plus tard, ils m'ont descendu à la salle d'opération. Ils m'ont installé 2 tiges de métal dans le dos. Après ça, j'ai été 6 semaines sur ma plaque à barbecue. Toutes les fois que le médecin va dans le voir, je lui disais tout le temps, tu vois, quand tu vas me détacher, je vais te montrer que moi, je vais me lever debout. Au bout de 6 semaines, le médecin arrive dans la chambre, il était avec des spécialistes, il y avait des ergothérapeutes, des physiothérapeutes. Il me regarde, il dit, bon, ça fait presque 2 mois que tu as eu ton accident. Ta colonne est stable. On va te transférer dans un lit, puis on va commencer à t'asseoir périodiquement. Je lui ai dit, je ne m'assoirai pas. Je vais me lever debout. Il a dit, tant mieux, tu te lèves debout. Quand ils m'ont assis pour la première fois sur le côté du lit, j'ai encore vécu une frustration. Pourquoi? Il avait encore raison. Mais je ne suis pas levé debout. Puis même, c'était pire que je pensais, vu que je n'avais aucune sensibilité dans le bas du corps. Je n'avais aucun équilibre. Aussitôt qu'il me lâchait les épaules, je tombais par en avant, je tombais par en arrière. J'ai regardé le médecin, puis je lui ai dit, jamais, jamais je ne vais accepter de vivre comme ça. Je me sentais une demi-portion d'un être humain.
Ça, je vais dire souvent pendant la conférence, ils me l'ont tellement dit. Si tu mets de l'eau dans ton vin, la persévérance, tu peux mettre ton orgueil de côté. Ici, il y a des gens qui vont t'aider, là. La physiothérapie va commencer à te faire des exercices pour apprendre une certaine force musculaire que tu as perdue depuis 2 mois. Puis les ergothérapeutes, eux autres, ils vont te montrer comment devenir autonome, là, comment transférer dans un lit, transférer dans un fauteuil, transférer dans un bain, transférer sur une toilette. C'est ça que je ne comprenais pas. J'avais 27 ans que j'ai eu mon accident, je devais d'apprendre à transférer sur une toilette. Je me sentais même un enfant de 2 ans. Je n'étais pas d'accord avec eux autres, mais je n'avais pas le choix, j'étais sur un lit d'hôpital. Je ne pouvais pas partir de là. Là, on a commencé à faire de la physiothérapie, de l'ergothérapie. C'est sûr qu'à bout de 3 semaines, j'étais capable de faire un peu de transfert. Transfert au lit, transfert au fauteuil, avec de l'aide, avec 2 infirmiers, 2, 3 infirmiers. Là, ça faisait 3 mois que j'étais à Notre-Dame. Le médecin vient me voir un matin et il me dit c'est pas ici là, que tu vas apprendre à devenir autonome. Là. On t'a fait un transfert. On t'a transféré dans un institut. Et quand j'ai entendu le mot institut, moi, et ça y est, il vient de me transférer dans l'asile. Je ne sortirai plus jamais de là. C'est là qu'il m'a expliqué que ça s'appelait IRM, Institut de réadaptation de Montréal. Que là-bas, c'était pas un hôpital, c'était vraiment un centre avec des spécialistes que surtout qui m'aidaient à devenir autonome. Je ne voulais pas avoir le transfert. Pourquoi? Ça fait dire 3 mois que j'étais à Notre-Dame. Je commençais juste à me sentir bien avec le personnel qui avait là. Avoir confiance au personnel. Fait que je regarde le médecin et je dis non, moi je reste ici. Je ne voulais pas y aller. Il me regarde, je te dis, là-bas, là, ce n'est pas un hôpital, c'est un centre. C'est des spécialistes. Là. C'est eux autres qui vont te montrer comment devenir autonome. Là. Je te dis, là, ils font des miracles. C'est incroyable. Hey, quand j'ai entendu le mot miracle, c'est là qu'on s'en va. Eux autres, ils m'ont fait marcher. 2, 3 jours plus tard, j'ai eu le transfert. Je suis arrivé là vers la fin de l'après-midi, en ambulance. J'étais sur une civière. Et ils me rentrent dans le centre. Je commence à regarder tout autour de moi. Tout le monde est en fauteuil roulant. Tout le monde avait des fauteuils roulants orange. La seule différence qu'il y avait sur les fauteuils, c'était les numéros qu'il y avait sur le dossier. Il y avait des gens qui avaient 2 jambes paralysées comme moi. Il y avait des gens qui avaient des membres amputés, les 4 membres paralysés. Tout le monde me regardait. J'ai paniqué. Pour moi, à l'époque, c'était tout des mongols. Je dis, moi, je ne reste pas ici. Là. Là, je sors d'ici. Là. Ils sont venus me voir. C'est tous des gens qui sont atteints physiquement. Là. Ils sont ici pour apprendre à devenir autonomes. Là. Si tu mets de l'eau dans ton vin, la persévérance, tu vas t'apercevoir qu'ici, ils vont vraiment t'aider. C'est vraiment des spécialistes. Je n'étais pas d'accord avec eux autres, mais j'étais sur une civière. Fait que je ne pouvais pas m'en aller. Après qu'on ait fini de passer les examens, ils m'ont transféré dans ma chambre. Dans ce temps-là, c'était un petit centre qui avait à peu près une centaine de chambres. 2 patients par chambre, à peu près 200, 250 personnes qui étaient hospitalisées là. Quand je suis arrivé dans ma chambre, ils m'ont présenté mon collègue de chambre. Je ne voulais rien savoir de lui. Ils me l'ont présenté pareil. Quand il est arrivé là du souper, je n'ai pas vu de différence avec l'hôpital Notre-Dame. Ils sont arrivés avec un cabaret, ils m'ont porté le souper au lit. Fait que la seule affaire que je me suis dit, bon, c'est pas si pire que ça. C'est juste un transfert d'hôpital. C'est le lendemain matin, vers 6 heures, il arrive 2 infirmiers dans la chambre avec un fauteuil roulant orange avec le numéro 263 sur le dossier. Ça, c'était mon fauteuil. Et on dit, un matin, on va t'aider à transférer dans ton fauteuil, tu vas aller déjeuner à la cafétéria. Je les regarde, je ne vais pas déjeuner à la cafétéria, moi. Je déjeune dans ma chambre. Ils me disent, c'est pas un hôpital ici, c'est un centre. Là. Tout le monde va manger à la cafétéria. Ben, moi, j'avais vu la gang de Mongols, là. Je ne me voyais pas comme eux autres, moi, là. Je dis, non, je déjeune dans ma chambre. Fait il me dit, tu ne vas pas aller déjeuner en bas, là, tu déjeuneras pas. Je n'ai pas déjeuné. Il est arrivé là du midi, encore le même scénario, je n'ai pas dîné. Je n'ai pas soupé. Le lendemain matin, à 5h30, j'étais assis dans mon lit, puis je les attendais. Quand ils sont arrivés avec le fauteuil, ils ont peut-être transféré le matin. Je dis, oh oui, je vais y aller déjeuner à la cafétéria. On dit tout le temps qu'on allait être humain pour le ventre, j'aurais fait n'importe quoi pour pouvoir aller déjeuner. Mais c'est certain qu'il ne faut pas tout mal faire. Autrement dit, le message qu'on voulait m'envoyer, si tu ne faut pas travailler, va t'en chez vous. Là. Les attendre est longue, là. Il y en a d'autres qui va attendre à ta place. Alors, le premier matin que je suis arrivé à la cafétéria, tout le monde me regardait. J'étais le petit niveau de la place qui venait d'arriver. Tout le monde va savoir que c'est un handicap que j'avais et de quelle façon il était pour réagir. Hein. Quand j'ai vu qu'il y avait une table de coller face au mur, je me suis tanné à ce tableau. Je savais que tout le monde me regardait, mais moi, je ne voyais personne, ça moins pire. Fin du compte, déjeuner part, je retourne dans ma chambre, on avait un horaire dans la chambre, c'était écrit Michel Juteau, 9h30, physiothérapie. Tu ne demandes pas de questions, tu vas en physio. Je reviens de la physio vers 10h30, c'était écrit de 11h30 à midi, de 11h à midi. Physiothérapie, tu t'en vas en ergothérapie. Les jours passent, les semaines passent, on t'en rend compte, ça fait déjà un mois que tu es là. C'est vrai que ce n'est pas un hôpital. C'est vrai que c'est un centre avec des spécialistes.
suffit pas d'embaucher nulle part. Tout est accessible. Il y a une équipe qui te rencontre tous les matins pour te dire, regarde comment tu t'es amélioré depuis que tu es ici. Continue à mettre de l'eau dans ton vin, la persévérance, puis ton orgueil de côté, tu vas t'apercevoir que les mots vont passer. Ça va devenir encore plus facile. Là, ça faisait 2 mois que j'étais au centre. J'étais capable de faire mes transferts tout seul. Je regardais mon partenaire de la chambre le matin en train de transférer dans son fauteuil. J'essayais de transférer plus vite que lui. Je lui ai montré que c'était moi qui l'ai rendu plus rapide. Je voulais tout arriver le premier à l'ascenseur pour être le premier à pousser sur le bouton, pour montrer à tout le monde ensemble que c'était moi qui l'ai rendu plus rapide. Fait que le matin, ils viennent me raconter et ils me disent il n'y a pas juste dans le centre que tu peux devenir autonome aussi. Là. À l'extérieur aussi. Là, ça fait 2 mois que tu es ici, tu es capable de faire tous tes transferts. Fait que là, tu es prêt à faire des sorties. Fait qu'ils me disent tu vas aller visiter un centre d'achat demain matin, mets ton nom sur le tableau, descends en bas pour 8h30. Hey, c'est sûr que je l'ai mis mon nom. Hein. J'avais été 3 mois à Notre-Dame, ça faisait 2 mois que j'étais à IRM, ça faisait 5 mois que je n'avais pas mis les pieds à l'extérieur. Fait que je me suis dit, je vais faire du bien. J'arrive en bas pour 8h30 le matin. Bien, moi, que je ne savais pas, là. Je pensais qu'elle était pour être tout seul, moi, qu'elle était pour être magasinée. Avec un accompagnateur, sacrifice, après 25 fauteuils quand elle était l'autobus pour être magasinée. Et imaginez-vous, là, 25 fauteuils roulants orange, là, dans un autobus jaune, là. C'était afflagrant tabarouette. Hein. C'est certain que c'est eux autres qui ont choisi le centre d'achat. Le centre d'achat était vraiment adapté pour les fauteuils roulants. Quand l'autobus est arrivé dans le stationnement du centre d'achat, puis qu'elle s'est tassée sur le côté du trottoir, pour qu'on débarque un par un, c'est sûr que ça fait virer des têtes. Tout le monde te regarde. Mais c'est Montréal. C'est un grand centre, personne ne te connaît, tu connais personne, tu te fous un peu la région des gens. Moi, j'étais en train de descendre dans l'ascenseur, puis il y a une personne qui me regardait, puis j'avais dit, watchez-vous un matin, la gang de motards à 4 roues qui vient d'arriver. Ça va tout bien, Dieu s'est sorti dans le centre d'achat. Un coup, rentré dans le centre d'achat, tout était adapté. Ça fait tellement longtemps que tu n'es pas sorti que tu veux tout acheter. Tu ne te promènes pas tout dans les boutiques. Vous savez, quand vous sentez tout le temps une paire de yeux, vous regardez là, que tu tasses vers la droite ou vers la gauche, tu sens tout le temps qu'il y a quelqu'un qui te regarde. C'est pas grave, c'est Montréal. Personne ne te connaît, tu connais personne. Puis même, on était au-dessus d'une vingtaine. Tu te dis en toi-même, quand il va tenir de me regarder, il va en regarder un autre. Il arrive l'heure du midi. Hey, tout le monde va dîner à Bossy du centre d'achat. Hey, ça fait 6 mois que tu n'as pas pris de bière. Première affaire que tu fais, tu te commandes une bière. Hein, tu as à peu près le 2 tiers de la bière. Depuis, la tête te tourne d'un grand sourire, tu en commandes une deuxième. Le party vient de commencer. Tu sors de là vers le milieu de l'après-midi. Tu continues dans le magasinage. Vers la fin de l'après-midi, la personne vient te chercher, l'autobus vient te chercher pour te ramener au centre. Tu arrives au centre, la première question que tu te demandes, puis as-tu eu des problèmes? Non. On te l'a dit, mets de l'eau dans ton vin, la persévérance, mets ton regard de côté, tu vas t'apercevoir que plus que les mois vont passer, ça va devenir encore plus facile. Mais c'est facile de mettre ton orgueil de côté, car tout le monde est arrangé pareil. C'était devenu tous les jeudis qu'on faisait une sortie, on allait faire un tour au cinéma. C'est sûr que c'est eux autres qui ont choisi le cinéma. Là. Ils étaient vraiment adaptés pour les fauteuils roulants. Là. Puis que je me suis aperçu aussi que c'est eux autres qui avaient choisi le film. Là. Il n'y avait pas choisi un film, la personne venait d'avoir un accident d'auto qui était pas resté paraplégique. Là. Je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Là. Ils ont choisi des comédies. Vous savez, ça fait tellement longtemps que tu n'as pas ri, ça fait tellement longtemps que les muscles du ventre n'ont pas travaillé, qu'ils deviennent sensibles pour faire de rire. Tu retournes au centre le soir vers 11h30, minuit. Encore pareil, il y a une équipe qui t'attend. Pourquoi? Il va savoir comment ça a été. C'est facile à voir, tu arrives là avec un grand sourire. Mais toi, qu'est-ce que tu ne sais pas? Tu commandes à compter le film. Ça fait tout bien 5 000 fois qu'ils font compter le même film. Là. Ben, toi, tu n'es pas au courant, tu comptes pareil. Je te prendrai un verre d'eau, s'il te plaît. Si possible. Là, ça faisait 3 mois que j'étais au centre. J'étais à IRM. Je m'étais fait des copains. J'avais fait 2-3 copains qui restaient en banlieue de Montréal. Merci. Ils restaient en banlieue de Montréal. Fait que les fins de semaine, ils commençaient à faire des sorties. Pour apprendre à vivre avec leur famille, soit leurs parents, leurs enfants ou leur épouse. Vu que moi, j'étais à la région de l'Abitibi, c'était une région trop éloignée pour que je puisse sortir seulement qu'une fin de semaine. Fait que je n'aurais pas de visite avec les fins de semaine non plus. Fait que quand il arrivait le vendredi, le moral me tombait. Pourquoi est-ce que je perdais mes copains pour la fin de semaine? Je trouvais la fin de semaine, non. Fait qu'ils me prennent l'idée le matin. Ça fait 2-3 fois que je sors avec la gang, qu'on va au cinéma, ça va super bien. Je vais aller au cinéma en fin de semaine. Ça va me changer les idées. Fait que je m'en vais voir la personne responsable, puis je lui dis tu me prépares une passe pour en fin de semaine. Il me regarde, une quoi? Je dis une passe. Il me demande qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Je vais m'aller faire un tour au cinéma. Il me regarde, il dit tu peux pas. Pourquoi je peux pas? Bien, il faut que tu sois accompagné d'une grande personne. Bien,
J'ai 27 ans. Non, non, ça ne fonctionne pas de même. Là, il faut trouver 2 accompagnateurs, il faut réserver le transport, il faut vérifier la place où tu vas aller en fin de semaine, c'est vraiment adapté pour les fauteuils roulants. Fait que on devrait être bon de donner une réponse d'ici 3 semaines. Je le regarde, ça fait 3 mois que je suis ici. Ça fait 3 mois que tous les matins, vous n'arrêtez pas de me dire si tu mets de l'eau dans ton vin, tu mets de la préférence, si tu peux mettre ton orgueil de côté, que tu peux faire une vie normale. Pour la première fois, depuis mon accident, c'est la première fois que j'en ai fait quelque chose pour moi-même, puis j'ai pas le droit. Il dit, ça ne fonctionne pas comme ça, là. Il me dit des accompagnateurs, là, ça ne se trouve pas comme ça, là. Puis on va essayer d'accélérer les choses, donner une réponse d'ici 2 semaines. C'est sûr que je ne l'ai pas fait de ma demande. Hein. Je retourne dans ma chambre et je me dis à moi-même, c'est pas vous autres, vous allez m'empêcher de sortir, sortez. Si vous, je vais me sauver, mais c'est sûr que je vais sortir. Je me suis sauvé. Mais pas cette fin de semaine-là. Là. Il a fallu monter un plan pour se sauver. Là. Il y avait un gardien près de la porte, il faisait partie du gardien. Là. Je me suis sauvé avec 2 de mes copains. On avait un troisième que lui, il était passé comme de sauver nous autres. Fait qu'on lui a dit, c'est toi qui vas nous aider. Notre plan, c'est qu'est-ce qu'on lui a dit? On va descendre au rez-de-chaussée. Toi, va-t'en au bout du corridor. Jette-toi sur le dos, puis pas à crier. Le gardien va partir à courir pour aller t'aider, d'autres on va sortir avec les trous. Sur le coup, il n'a pas voulu. Il était passé comme le faire. Ça nous a coûté mon temps d'argent, il a accepté. On dit que tout se négocie. C'était un jeu de soir vers 10 heures. On mène notre plan d'action. On descend toutes les 4 au rez-de-chaussée. Notre complice, il s'en va au bout du corridor. Il jette sur le dos puis il part à crier. Quand une défaite, le gardien part courir pour aller l'aider, on sort les 3. Je me sentais bien, mais un adolescent de 15 ans qui nous a sauvé dans l'école. Bien, imaginez-vous un jeu de soir à 10 heures. Là. 3 fauteuils roulants orange sur le trottoir. Là. Oh. Ça passe pas inaperçu. Hein. On a fait 2-3 coins de rue, on voulait prendre un taxi. On est arrivé près du taxi, mais ça, on va voir le gars du taxi, il arrangé de même dans son auto, là. Non. Puis il voyait 3 fauteuils roulants orange, je venais prendre un taxi, il y avait une complication qui s'en venait. Là. On arrive près de l'auto, il baisse assez vite, il nous demande, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je vais prendre un taxi. Il dit, à quelle place vous voulez aller? Bien, j'en vais aller aux danseuses. Il a une place pour sa fondation de Montréal, toi. Il me demande, pourquoi vous ne prenez pas le transport adapté? C'est là qu'on lui a dit que normalement, on avait atteint une autorisation pour sortir. Moi, aujourd'hui, on avait demandé l'autorisation trop tard. Fait qu'il était trop tard pour réserver le transport, fait qu'il donne du point un taxi. Il n'a pas l'air avec moi ça trop tôt. On y en a voulu le convaincre. Ça a pris une demi-heure à transférer les tours dans l'auto. Je me rappellerai tout le temps, nous avons apporté sur la côte Sainte-Catherine à Montréal. Quand il avait stationné le taxi dans la côte, le taxi était arrangé comme ça. En tout cas, une affaire que je peux vous dire, je suis content pour avoir transféré le premier. Parce que le premier qui a transféré, c'est pété 2 coudes. C'est là que j'ai compris, quand tu transfères dans un fauteuil roulant, dans une côte, tu mets du point en avant, pas en arrière. Le gars de taxi va aider mon copain à mettre les 4 roues sur le bon bord, les 2 autres débarquent, le type, il vient me voir et il me donne sa carte. Il dit, les gars, il dit, quand votre soirée va être terminée, il dit, appelez au stand, demandez mon numéro de taxi. Il dit, moi, je travaille toute la nuit. C'est moi qui vais venir vous chercher. Fait que le type part. Je regarde mes 2 chums. Je dis, à soir, là, on va en enverrer une tabarouette. De toute façon, demain matin, je pense qu'on va falloir payer le prix pareil d'une façon ou d'une autre. On traverse la rue, je roule la porte du bord pour rentrer. Puis la fait 12 marches pour descendre. C'est pour ça que je vous compte cette anecdote-là. C'est là que je me suis aperçu que les sorties qu'on avait faites auparavant, c'était arrangé. Tant mieux aussi, parce que la première sortie qu'on aurait faite, on aurait arrivé face à des marches, on n'aurait sûrement pas réagi de la même façon. Bien, qu'est-ce que je me suis aperçu aussi en même temps que l'autonomie pour moi, c'est pas ça. Devenir autonome, pour moi, là, c'était où ce que j'étais capable d'aller seul, où ce que j'étais capable de faire mes activités seul. C'est ça pour moi, devenir autonome. En tout cas, je vais vous dire qu'on a descendu pareil. Il y avait un arbre à glace qui attendait à l'autre bord de la porte. Eux autres nous ont aidés à descendre. On a sorti le trottoir. Il était 3 heures le matin. On a rappelé le gars de taxi qui nous ramène au centre. On travaillait au centre à peu près 4 heures. Il y avait une armée qui nous attendait. Vu qu'on n'a pas eu d'autorisation pour sortir, c'est eux qui étaient responsables de nous autres. Fait qu'elle a passé presque toute la soirée à nous chercher. Première question qu'ils nous demandaient, c'est où est-ce que vous étiez? On a tout fait les cinémas et les bars près du centre, on vous a jamais trouvé. Où est-ce qu'elle n'a pas été voir, c'est presque au centre-ville, dans un bar de danseuse, qui avait 14 marches pour descendre. C'est là où on était cachés. Vers 9 h le matin, on a entendu notre nom à l'intercom. On s'en va tous les trois dans le bureau de la direction, ils nous regardent, on dit, écoutez les gars, là, on n'est pas fermé les yeux là-dessus, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Si on ferme les yeux là-dessus, tout le monde va commencer à faire pareil, on n'aura pas de contrôle. Là. Fait qu'ils nous disent, on est obligé de punir. Obligé de punir. T'as 27 ans. Il me mettrait sûrement pas à genoux dans le coin quand je courais.
C'est là qu'ils ont dit qu'on était dehors. Sacrifice, même j'ai un coup de masse à la tête. Mais il ne faut pas me mettre dehors, où est-ce qu'on va aller? Ils n'avaient pas suivi le règlement, le règlement, c'est pas dehors. À peu près 20 minutes plus tard, ils nous ont rappelé, ils ont dit, écoutez, si vous jurez que je ne recommencerai plus, j'allais faire des bons garçons l'année, hein, pour ce coup-là, on peut fermer les yeux. C'est sûr qu'on a juré qu'on ferait des bons garçons pour qu'on ne recommencerait plus. Hein. Il a passé une autre 2 semaines, à peu près 3 semaines, il faisait aussi 4 mois qu'il était au centre. Il me rencontre un matin, puis il me regarde, puis il me dit, t'es prêt? T'es prêt à quoi? Ben, t'as ton congé le matin. Tu s'en vas chez vous. J'espère que j'aurai un coup de masse dans le front. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital une semaine ou deux, vous avez hâte de vous en aller chez vous. Hein? Ben, moi, au bout de 3 mois, quand ils m'ont dit tu t'en vas chez vous, là, la première question que je leur ai demandé, c'est ce que je vais aller faire chez nous. Ben, écoute, tu vas faire ce que tu fais ici. Mets de l'eau dans ton vin, la persévérance, mets ton orgueil de côté. Tu vas t'apercevoir que les mois, même les années vont passer. Ça va devenir encore plus facile. Là. Il me dit, tu es un très, très bon candidat pour réussir. Tu es complètement autonome. Tu es capable de tout faire tes transferts. Tu es capable de conduire ton auto. On dit même que tu es capable de l'eau danseur. Va-t'en chez vous, ça va bien aller. J'appelle mon épouse, je lui dis, par téléphone, je dis, je sors vendredi. Puis dans le temps, j'y parlais au téléphone, je pensais au petit centre d'achat qu'il y avait près de chez moi. Je savais qu'il était adapté. Je lui dis, tu vois, quand je vais arriver à Val-d'Or, quand je vais arriver à la maison, là, on va aller se promener au centre d'achat. Je vais te montrer comment je suis rendu bon en fauteuil roulant. Je suis arrivé chez nous le vendredi après-midi, vers la fin de l'après-midi, par avion. J'arrive à l'aéroport, il y avait tous mes copains qui m'attendaient pour venir m'aider à rentrer chez moi, parce que la maison n'était pas adaptée. Ils étaient pour faire les rénovations seulement qu'au printemps suivant. Puis en même temps, ils m'ont fait une surprise. Quand j'ai rentré dans la maison, il y avait pas une quinzaine de personnes qui m'attendaient. Il y avait des ballons accrochés partout au plafond. C'était écrit « Bienvenue à la maison, on t'aime ». Hey, c'était de partir pendant 3 jours chez nous. Ils me disaient de mettre de l'eau dans mon vin. C'était-tu facile? Au bout de 3 jours, puis que le party était fini, j'étais seul avec mes 2 enfants, mon épouse, puis j'avais hâte de leur montrer comment j'étais rendu bon en fauteuil roulant. Je le disais, matin, on va aller magasiner. Hey, toute la petite famille était d'accord. J'appelle mon frère. Mon frère est venu m'aider à descendre les marches de chez moi. Mon auto était adaptée. Je transfère dans mon auto, je pars pour le centre d'achat avec la petite famille. Ça faisait 5 minutes qu'on était rentré dans le centre d'achat. J'avais mal au cœur, mal à la tête. Je suis devenu agressif. Pourquoi? Pour la première fois, après 7 mois après mon accident, je commençais juste à réaliser que je n'étais pas resté une personne handicapée au sein de ma vie. Pour la première fois, après 7 mois, là, je commençais juste à réaliser que j'étais poussé un fauteuil roulant au sein de ma vie. Quand j'étais au centre, là, les sorties qu'on faisait, là, il n'y avait rien là. On était tous en fauteuil roulant. C'est Montréal, personne ne te connaît. Tu ne connais personne. Mais quand je suis arrivé au petit centre d'achat près de chez moi, là, le voisinage que je restais, tout le monde me connaissait. Hein. Tout le monde savait que j'avais eu un accident assez grave. Ils savaient que je n'étais pas resté une personne handicapée au temps de ma vie. Tout le monde me regardait. Là. J'étais pas avec ma gang de motards à 4 roues là, pour me cacher dans le centre. Là. J'étais tout seul. Je devenais agressif. Je regarde mon épouse, on s'en va. On sort d'ici. Elle me regarde, on vient juste d'arriver. Non, on s'en va, moi je ne reste pas ici. C'est sûr qu'elle avait senti la façon que je m'étais senti. Elle ne voulait pas le montrer. Fait qu'un coup transféré de mon auto, arrivé chez moi, on a rappelé mon frère. Mon frère nous aidé à rentrer dans la maison. Après, mon frère était parti, je regarde mon épaule et je lui dis, écoute, c'est l'hiver. La maison n'est pas adaptée. On va attendre au printemps. Au printemps, ils vont venir faire des rénovations. Là, tout va être adapté dans la maison. Là. Il n'y aura plus de neige à l'extérieur. On va aller se promener avec les enfants d'un parc, on va les pique-niquer, on va les magasiner, on va aller en vacances. Tu vois qu'on va se faire du fun. Ça va être plus facile. Elle me regarde, elle me dit, écoute, si tu te sens pas prêt à sortir, là, je comprends ça. Là. C'est pas que je me sens pas prêt à sortir, parce que la maison n'est pas adaptée, puis c'est trop compliqué pour sortir. C'est là que ça commence à aller mal, mes affaires. Pourquoi, comme je vous disais tantôt, pour la première fois, après 7 mois après mon accident, je commençais juste à réaliser que j'étais poussé un fauteuil roulant dans ma vie. Puis c'est là que je me suis aperçu quand il me disait de mettre de l'eau dans mon vin, de mettre de la persévérance. Là. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Là. Il me disait de mettre mon orgueil de côté, je n'avais plus d'orgueil. Je ne pouvais pas le mettre de côté. Plus les semaines passaient, plus les mois passaient, plus ça allait mal. J'étais devenu tellement agressif, tellement chialeux, que la télé jouait. Je chialais qui était trop forte, les baissait la télé, je chialais qui n'était pas assez forte. Les enfants se levaient vers 8 heures le matin, il y avait tellement hâte d'avoir fini de déjeuner. Pourquoi est-ce que mon épouse les préparait, puis elle partait avec les enfants vers 10 heures le matin, puis revenait vers la fin de l'après-midi? Parce que j'étais devenu trop agressif. Tout le monde avait peur de moi autour de moi. J'ai commencé à être jaloux. Elle partait toutes les 10 heures le matin, puis revenait vers la fin de l'après-midi. J'ai fait un chum. Je suis sûr qu'elle a un chum.
Tout ça s'enchaînait. Là. Ça allait tellement mal là, que j'étais rendu tellement que je me levais vers midi. Les rideaux restaient fermés toute la journée. Je buvais à peu près 20 cafés par jour. Je fumais à peu près 2 paquets de cigarettes par jour. Les rideaux restaient fermés toute la journée. Vous savez, quand vos copains savent là, que ça va revenir, là, ils viennent frapper à ta porte. Là. Ils veulent venir prendre un café avec toi pour essayer de te remonter le moral. Mais quand ça fait 5-6 fois qu'ils viennent frapper à ta porte, que tu ne réponds pas, là, ils comprennent le message aussi. Hein? Ils ne reviennent plus. Fait que je passais mes grandes journées tout seul. C'est là que j'ai commencé à me questionner pour la première fois, à peu près 1 an après mon accident. À peu près 6 mois après, j'étais revenu chez moi. Pourquoi les autres disaient que j'étais très bon j'étais un très bon candidat pour réussir? Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne. Avant mon accident, j'avais des buts, j'avais des rêves. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Pourquoi ils m'ont envoyé ici, les autres? Ce que je vous dis, à l'époque, là, le sens était rendu mon chez moi. Là. Pourquoi? C'est là que je ne me sentais pas de différentes personnes. C'est là que j'avais des amis. C'est là que je riais. C'est là que je disais on faisait des conneries. Pourquoi ils m'ont envoyé ici, les autres? C'est là que j'ai compris pour la première fois qu'est-ce que le médecin a voulu me dire 1 an auparavant. Quand il m'avait dit qu'il y avait des centaines de personnes qui avaient passé avant moi, qu'il y avait des gens qui en étaient sortis. C'est là que j'ai compris que ceux qui n'étaient pas sortis, c'était des personnes qui s'étaient suicidées. Pourquoi j'avais commencé à y penser moi aussi? C'était pas vraiment ça que je voulais. Je voulais essayer de m'en sortir, mais je ne savais pas comment. C'est là que j'ai compris qu'il était temps que je mette de l'eau dans mon vin, avant que ça soit trop tard. Quand la petite famille est arrivée une journée vers la fin de l'après-midi, je leur ai dit, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. J'ai décidé de changer. Ils ne m'ont pas cru. Il a fallu que je lui prouve que je voulais changer. Je pense que la personne à qui il fallait approuver la première qui voulait changer, c'était à qui d'après vous? C'était à moi-même. Le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'aie la même personnalité que j'avais eue avant mon accident, ça a commencé à mieux aller. J'ai commencé à être capable de mettre un peu dans mon vin, mettre un peu de persévérance. Oh, j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'orgueil. J'ai été capable de le mettre de côté. Comme je disais tantôt, c'est pas fait du jour au lendemain. Là. Je peux vous dire que ça a pris des années. Hein. Plusieurs années. Parce que je peux vous dire, de l'eau dans mon vin, j'en ai mis beaucoup. Hein. Je peux vous dire que le vin ne coûtait pas grand-chose. Il était dilué pas mal. C'est certain que tout ce que je viens de compter là, vous devez vous dire, hey, je trouve pas drôle, la réadaptation qui s'est passée. Mais c'est ça, un accident. C'est ça, les conséquences d'un accident. C'est certain, comme je vous disais tantôt, plus fort que le coup de marteau va être, plus long que la réadaptation va être aussi. On est tous des êtres humains. Quand on se fait faire mal, on devient agressif, on devient frustré. Plusieurs années après mon accident, j'avais commencé à faire des conférences, tout ça, puis j'allais dans les usines, puis à un moment donné, 2-3 fois dans la même place, à mon coup, puis il manque une personne. La personne dit il y a eu un accident, la personne était à l'hôpital, la personne est décédée. C'était incroyable, mais je disais, voyons, comment ça arrive tout le temps? Il y a encore des accidents encore aujourd'hui, pourquoi que ça arrive comme ça? Savez-vous, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a 3 facteurs comportementaux qui causent les accidents. La mauvaise communication, la routine puis les raccourcis. Moi, mon accident, c'est un raccourci. Ce n'est pas la première fois que je prends des raccourcis. Là. Je ne suis pas le seul qui faisait ça. Là. Pourquoi on prend des raccourcis d'après vous? C'est pour bien faire, là. C'est pour aller plus vite, je gagne du temps. Puis c'est drôle, hein? À chaque fois à force de prendre des raccourcis, puis qu'il n'arrive jamais rien, tu as tout le temps l'impression que tu viens de développer une nouvelle méthode de travail encore plus efficace. Tant longtemps que ça ne te pète pas dans la face. Je vais vous demander d'être honnête, de lever la main ceux qui n'ont jamais pris des raccourcis de leur vie. Oh, il n'y a pas grand monde, hein? On est des êtres humains. Puis savez-vous, les raccourcis, là, le danger, le risque, là, c'est une perception. C'est une émotion humaine. Il n'y a pas personne qui va le risque de la même façon. Il y a des gens qui vont dire que moi, je ne suis pas capable de me travailler en hauteur. À 3 mètres, j'ai peur. L'autre va dire, ben non, à 20 mètres, c'est pas dangereux. C'est une perception, ça. C'est une émotion humaine. Les raccourcis, c'est là que nous amène. À force de prendre des raccourcis, à mon donné, inquiétez-vous pas, ça va arriver. La loi de la moyenne est là. Ça va péter à un moment donné. La seule affaire qu'on ne sait pas, c'est quand. C'est juste ça, là. Moi, ça a pris 10 ans. Ça a pu prendre 10 jours aussi. Ça a pu prendre 10 mois. 10 semaines. Mais ça a pris 10 ans. Bien, ça a pété. C'est ça, les raccourcis. Quand on parle de routine, tu sais, tout le temps habitué, tout le temps dans le même environnement, tout le temps le même travail, tout le temps les mêmes méthodes. À un moment donné, tu as apprivoises.
l'environnement. Tu sais, dans les mines, les premières années que j'ai commencé à travailler sur Terre, je trouvais ça dangereux. Nous autres, dans un shaft, dans un puits, on travaille souvent dans la hauteur. Mais pourquoi faire que 10 ans plus tard, que j'avais plus peur? Le risque est encore là. Parce que je ne le voyais plus. Je l'avais apprivoisé. Parce que je vivais avec à tous les jours. Fait que c'était devenu une routine pour moi. On a développé des petits outils qui étaient tellement simples pour essayer de sortir d'une routine. 3 petites questions à te demander le matin avant de commencer à travailler. Ça va prendre 5 minutes. Est-ce que mon environnement est sécuritaire? Est-ce que j'utilise les bons outils? Est-ce que je connais la procédure? Est-ce que je connais le travail que j'ai à faire un matin? 3 petites questions. Ça va changer. Juste le fait de questionner. Mon environnement est sécuritaire? Sinon, mets-le sécuritaire. Si tu n'as pas bon outil, il ne fallait pas le job. Parce que ça va péter, là, je vais le dire, là, à un moment donné. 3 questions. Environnement, outils, procédure. Puis ça fonctionne, là. On est allé souvent dans toutes les usines où on est allé, on en parle, les gens. On doit monter une petite formation comme ça, un petit programme. Ça fonctionne, là. Il faut sortir de cet environnement-là, de cette routine-là. La mauvaise communication. Et ça, c'est incroyable. Il y a 13 régions en Abitibi. On a 13 façons de s'exprimer. Nous autres, dans l'Abitibi, c'est des auras. Fait que quand tu entends parler d'un aura, va voir le poêle, va voir le frigidaire, ça, c'est des gens qui viennent de l'Abitibi. Quand tu entends parler des lolas, on sait que c'est où. D'après vous, c'est où? Hein? Les gens du lac. À un moment donné, j'étais justement à Chicoutimi, à la mine Yobec. J'étais avec la supervision. On avait une réunion le matin, puis il y avait 2 contremaîtres qui étaient pas arrivés, puis ils étaient en retard. Fait que le directeur est allé voir ce qui se passait. Pourquoi il était en retard? Il revient au bout d'une quinzaine de minutes, puis il n'était pas de bonne humeur. Fait que j'ai dit, c'était quoi le problème? Ah! Il est tabarnak. Il dit, il a rentré le panneau dans le cutter, puis il n'a pas d'un rubber. Ah ouais. Il est à l'hôpital? Ah non, il n'y a pas d'un rubber. Mais es-tu mort? Il t'a pas compris. J'ai rien compris, je me dis. Il a rentré le panneau dans le cutter, puis il n'y a pas d'un rubber. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous autres, par chez nous, on aurait exprimé ça d'une façon. Il a rentré la vanette dans la bordure du trottoir et il a fait une crevaison. Vous voyez, c'est différent. On est tous des Québécois. Là. On parle tous français. Là. Oui, la façon de s'exprimer, souvent, la mauvaise communication, c'est ça que ça ramène. Regardez, moi, pour sauter un trottoir avec le fauteuil roulant, c'est facile. Le fauteuil, il est très basculant. Il est fait pour moi. Là. Il est fait pour que je sois capable de fonctionner au maximum avec. Fait que si je veux sauter un trottoir, je prends mon air d'aller, puis quand j'arrive près du trottoir, je fais transférer mon poids par en arrière, le devant lève, les 2 roues en avant embarquent, puis je m'avance en avant, puis derrière embarque. Ça a l'air compliqué de la façon dont je l'explique, mais c'est très simple. C'est une technique qui te montre justement IRM. Mais l'hiver, c'est plus compliqué. Il y a la slush, la neige. Fait que je suis avec mon chum, depuis 20 ans qu'on fait des activités ensemble. Je débarque de mon auto, je m'installe les roues sur mon fauteuil, je pars, je viens de monter le trottoir, ça vire dessous. Il y a de la glace. La slush. Je dis à mon chum, là, je fais un voilier, j'embarque les 2 roues dans l'avant, puis je dis à mon chum, donne-moi une pouce. J'ai senti ses 2 mains envers mon épaule. Il m'a poussé, il a fait une culbute. Elle circule dans la slush, à terre. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu m'en donnes une poussée. Mais pas moi, la chaise. Ah, t'aurais dû le dire. Mais ça, c'est logique. C'est pas la première fois qu'il le faisait, là. Ben, ce journée-là, il n'était pas là. Voyez-vous la mauvaise communication? T'sais? Parce que ça, bien souvent, des fois, quand je vais dans les usines, il y a des marches. Je dis, ton Jean, regarde, prends-toi les 2 mains ici. Toi, il y a une poignée en arrière, prends-toi d'une main parce que la poignée est basse. Ça va t'en faire juste tes genoux, tu vas t'en faire jouer. Puis des fois, ça fait 10-15 fois que c'est les mêmes personnes qui m'aident à monter les marches. Puis à toutes les fois, je dis, Michel, ça fait 20 fois qu'on t'aide à monter, on sait comment. Là, quand j'explique mon histoire, là, ça fait 20 ans que je connais mon chum aussi, puis il m'a assis le derrière dans l'eau aussi. Parce que j'ai demandé de me pousser. Il m'a poussé, moi, pour pousser à la fauteuil. Vous voyez, c'est ça la communication, la mauvaise communication, souvent. Puis bien souvent, des fois, encore dans une usine, des fois, on est concentré ailleurs, on n'écoute pas à 100%, on écoute, mais on regarde ailleurs. On a un petit outil encore qui est très simple. Si j'ai bien compris, c'est ça que tu veux.
C'est incroyable. Tu allais faire le saut, faites le test. Tu vas demander quelque chose à une personne, la personne va te dire, si j'ai bien compris ce que tu veux. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ça que j'ai compris. C'est des outils tellement simples, ça prend 30 secondes. C'est juste prendre l'habitude, justement, de vérifier. C'est la meilleure façon de sortir, pour avoir une meilleure communication, pour être certain qu'on s'est bien entendu. Si on pouvait régler ces trois problèmes-là, le manque, la mauvaise communication, la routine, les raccourcis, c'est sûr qu'on améliorerait les choses. Là. Vous savez, un accident, ça n'arrive pas seulement au travail, ça arrive partout. Moi, j'ai rencontré un type qui a perdu la vue. Ça fait à peu près une vingtaine d'années. Lui, c'est un amateur de pêche. À peu près 2 semaines avant l'ouverture de la pêche, il voulait préparer son canot. Il voulait réparer son canot, parce que quand il l'avait serré l'automne auparavant, son canot coulait. Fait que, il y avait un galon de décapant. Il avait transféré ce galon de décapant-là dans un galon de peinture vide pour avoir une plus grande ouverture, pour pouvoir tremper son pinceau de 4 pouces dedans, là, pour pouvoir étendre le décapant sur le canot pour le décaper. Il ne se rappelle pas si c'est un coup de vent qu'il y a eu, un coup d'épaule accidentel qu'il a donné au canot, puis il a eu la canne de décapant sur la tête. Il a paniqué, il a crié, son épaule est sortie à l'extérieur, ils ont embarqué dans l'auto, ils ont parti pour l'hôpital. 3 heures après qu'il est rentré à l'hôpital, les médecins lui annonçaient qu'il était aveugle pour 60 jours. Il avait 2 yeux brûlés. C'est incroyable, hein? Sa vie, elle a changé, d'après vous, ça a pris combien de temps? Comme ça. Puis les frustrations qu'il a vécues et qu'il vit encore aujourd'hui. Tu sais, souvent, aujourd'hui, on a plusieurs activités familiales. C'est compliqué de se libérer dans les minutes, tu sais, pour aller prendre un café avec des chums, vraiment. Ils ont toujours des engagements. Lui, là, il passe ses journées, peut-être plus aujourd'hui, là, parce que ça fait une vingtaine, ça fait longtemps que j'ai plus de contact avec. Et il passait ses journées tout seul. Puis quand il arrivait le vendredi ou le samedi, là, il appelait ses copains. « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Ils allaient faire. Pourquoi? As-tu besoin de quelque chose? Bien, ce serait le fun. Aller déjeuner en ville pour aller un peu, ça ferait du bien. Ah, bien, appelle-moi la semaine prochaine. Je vais essayer de me libérer. On a toutes des activités. Se libérer dans les minutes demain, c'est pas évident. Un matin, j'avais entendu parler qu'il cherchait un accompagnateur. Il voulait aller dans le sud, en Floride. Je l'ai appelé, je suis allé avec lui. On était à Miami. Un après-midi, on était assis sur la plage. Lui, il était en fauteuil roulant. Il était une pédonette de soleil dans le visage. Son handicap ne paraissait pas du tout. Il était assis sur une chaise longue. Moi, j'étais assis par terre sur une serviette. Mon fauteuil était à peu près 3 pieds derrière moi. Les gens arrivaient sur la plage. Ils voyaient un fauteuil roulant vide. Hey, l'enquête débutait. À qui appartient le fauteuil? Tu voyais juste des yeux se promener. Puis quand il s'apercevait c'était à qui le fauteuil, il te faisait un sourire. Par respect. Puis je suis sûr, encore aujourd'hui, que les gens croyaient que c'était mon chum. C'était à moi qui l'accompagnait, parce qu'il était aveugle. Je suis sûr que les gens pensaient que c'était moi qui l'accompagnais. Puis c'était lui, mon accompagnateur. Quand je vous parlais de perception tantôt, c'est ça. C'est ça la perception. Souvent, si on se fie à notre perception, des fois, on est dans l'erreur aussi, assez souvent, assez régulièrement. Parce que la perception, c'est une émotion humaine. On parlait de maintenance tantôt, justement. Moi, mon accident, je disais que c'était un raccourci, mais tout bien que j'arrêtais pas obligé d'avoir pris un raccourci s'il y avait eu, mettons, un plan, justement, pour vérifier notre environnement. Tu sais, quand nous autres, à l'époque, on réparait quand ça brisait. C'était un petit peu trop tard aussi. Mais avant que ça brise, on s'entend-tu qu'il y a 2 ou 3 petits événements qui sont arrivés. Bon, mais ça n'a rien d'arrivé, c'est pas grave. Il n'y a pas eu d'impact. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui se pète la gueule. C'est juste ça. Ça prend une certaine planification dans tout. Quand c'est au travail, c'est la maintenance, c'est les machines, c'est les humains. Comme je disais tantôt, il ne faut pas se fier à notre perception. C'est une émotion humaine. Fait que c'est un but qu'il faut donner, de se dire qu'on est capable d'évaluer en entreprise, puis enlever le facteur risque, justement, en montant un petit plan d'action, en demander des petites questions, comme je disais tantôt. Est-ce que mon environnement est sécuritaire? Est-ce que j'utilise les bons outils? Est-ce que je connais la bonne procédure? C'est un but qu'il faut se donner. Juste pour prouver que c'est une perception, le risque. Là. Connaissez-vous l'article de la loi 51? Je n'achète pas avec les lois, là, j'en connais 2. Là. L'article de la loi 51 en santé et sécurité, c'est la responsabilité de l'employeur. Je vais la résumer, elle est très, très simple.
C'est inscrit que l'employeur a la responsabilité de mettre l'environnement sécuritaire, de fournir des outils adéquats, de créer des bonnes procédures de travail. Ça, c'est l'article de la loi 51. Connaissez-vous l'article de la loi 49? S'il y en a une pour l'employeur, d'après vous, il y en a une pour l'employé aussi. Hein? Pour la résumer, elle est très, très simple. Sa responsabilité à l'employé, c'est d'utiliser les procédures qui ont été écrites, d'utiliser les outils qui ont été fournis, puis de mettre son environnement sécuritaire. On fait juste un petit calcul. 51 plus 49, ça fait quoi? Ça veut dire quoi, 60 pour vous? Ça veut dire que si les deux font la job, ça relève à 100, on devrait être capable d'éviter les accidents. Aujourd'hui, c'est une main que je comprends la prévention, c'est une main que je comprends la santé et sécurité. Je dis au 51, l'employeur, donne-moi un environnement sécuritaire, fournis-moi des outils adéquats, des bonnes procédures. Moi, le 49, je vais m'en occuper de ma sécurité. C'est la seule façon qu'on pourra s'en sortir. Fiez-vous pas à votre perception. Ça va péter mon donné. Je peux vous garantir. C'est un but qu'il faut donner. C'est-à-dire qu'on est responsable de sa propre sécurité. Il y a des façons d'atteindre des buts. Moi, je l'ai appris à l'âge de 30 ans. Il n'y a jamais trop tard pour l'apprendre. 3 ans après mon accident, j'ai appris un peu de poids. Mon cardiovasculaire n'était pas bon. Je voulais me mettre en forme, me prendre en main. Fait qu'est-ce que je faisais? Je sortais à 6 heures le matin. Pourquoi, d'après vous, que je sortais à 6 heures le matin? Parce que j'étais gêné, puis là, personne ne me voit. Moi, je restais sur la rue des Pins, à Val-d'Or. Sur le boulevard des Pins, il y a une bonne cour à peu près 400 mètres. Mon objectif, c'était de monter à la côte sans arrêter. À tous les matins, je sortais à 6 heures, je faisais 1 km, 2 km de réchauffement, puis j'attaquais ma côte. Au bout de 3 semaines, je montais à la côte à moitié sans arrêter. Ça allait bien. Mon affaire, je m'améliorais de jour en jour. Un matin, j'étais en train de monter à la côte, il y a un auto qui me dépasse. Le type stationne à près 100 mètres plus loin qui m'attendait. J'arrive près de l'auto. Il baisse assez vite. Il dit, sais-tu, je te regarde depuis tantôt, là, forcé à monter à la côte. T'aimes ça avoir de la misère? Je le regarde, pourquoi tu dis ça avoir de la misère? Je dis, voyons non, tabarnak, Xavier d'abord. C'est bien plus facile en descendant qu'en montant. Sacrifice, ça faisait 3 semaines, j'essayais de monter à la côte, là, ça vient de dire, virer de bord, c'était pas plus facile. Fait qu'est-ce que je me suis dit? Moi, il y allait à 5 heures le matin. Tout le monde dort, on va la paix. Fait qu'à 5 heures le matin, je sortais, je faisais 1 km, 2 km de réchauffement, j'attaquais ma côte encore. Un matin, je tentais de monter à la côte à 5 heures. J'ai rencontré un type qui faisait du jogging à pied. Il arrive près de moi, il me demande, il dit, tu t'entraînes-tu pour le marathon de Montréal? Je dis, non, je ne m'entraîne pas pour aucun marathon. Là. Je fais ça pour moi-même, personnellement. Il dit, moi, je m'entraîne pour le marathon de Montréal. Ça sera ma 3e année de file que je fais le marathon. Ah, bien, félicitations. Il dit, pourquoi tu n'essaies pas ça? Ça serait le fun. Il dit, tu connais-tu? Il dit, André Vigé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'André. André faisait de la compétition en fauteuil roulant. C'était un des meilleurs au monde à l'époque. Il faisait de la course en fauteuil roulant. Bien, je connais entendu parler de lui, mais je n'ai jamais eu. Mais c'est lui qui a gagné le marathon de Montréal l'année passée. Il vient de gagner le marathon de Paris. Tu vois, ce gars-là, la satisfaction de avoir des voyages, puis des voyages qui font dans le monde. Fait que je dis au type un jour, tu le rencontres sur un site de compétition. Bien, tu lui diras félicitations de ma part. Fait que je continue mon chemin. À tous les matins, à 5 heures, je racontais tout le temps pour moi à la même place. Encore un matin, il arrête pas de moi, il me demande, il dit, si ça ne te dérange pas, ils vont courir ensemble. Là, je me suis dit, je vais me lever à 4 heures. Non, c'est pas vrai. À toutes les fois qu'on partait ensemble, il arrêtait de me dire, pourquoi tu n'as pas ça la compétition? Tu as l'air, oui, le gabarit, pas ça, regarde comment ça pourrait t'aider. Non. Ça faisait 3 semaines qu'on courait ensemble tous les matins. J'étais rendu que je m'étais tellement amélioré pour 3 semaines qu'il était rendu en vélo pour me suivre. J'avais tellement pris de vitesse à force de rouler avec le fauteuil qu'il trouvait trop vite, il prenait son vélo. Je dis, regarde, il m'a amélioré pour 3 semaines, je te dis. C'est facile à... J'étais assez tanné d'entendre parler un matin. Je m'attends sur le côté de la rue, je m'en fais une affaire avec toi. Je m'en fais une compétition, une. Je m'allais donner une volée à ton chum, là, Vigé. Alors ça, tu ne m'achèteras plus jamais. Je m'arrête un fauteuil de compétition. Pas un fauteuil usagé, là, pas un neuf. Là. Ça n'avait pas à peine d'investir là-dedans, c'était pour une course. Je me suis entraîné pendant 1 an avec ce fauteuil-là. L'hiver, c'est des rouleaux stationnaires, l'été sur la route, on faisait de la musculation 3 fois par semaine. Lui, il était devenu mon entraîneur. Ça allait bien mon affaire, j'avais un entraîneur. Vous savez, quand vous entraînez pendant 1 an de temps pour une discipline que tu n'as jamais faite, on s'entend-tu qu'au bout d'1 an, tu t'es amélioré. Là. Au bout d'1 an, je m'étais inscrit à un demi-marathon. C'était à Québec. Le parcours, c'était à l'Université Laval, qu'il fallait faire 7 fois. Qui avait 3 km, il fallait faire 7 fois. Fait que le matin, dans la compétition, mon entraîneur, mon chum, qui était avec moi, il me dit, puis en fond, un matin, je dis, oui. Il dit, c'est quoi ton objectif un matin? Je le regarde, tu sais c'est quoi?
Ça fait 1 an qu'on ne s'entraîne pas ça. Il me regarde, il dit, tu vas sûrement te battre. Il m'a dit, en affaire, tu es tellement mûri au bout d'un an, tu es un phénomène. Je suis sûr que je vais le battre. J'arrive là, il y a à peine une 50aine de compétiteurs. À un moment donné, j'aperçois une journaliste qui était en train de passer une entrevue avec un type. Je commence à regarder à travers la gang de même. Qui c'était? André Vigé. C'est la première fois que je le voyais en personne. J'étais là, je le regardais comme ça. Il n'est pas si gros que ça. Je suis aussi gros que lui. Rien là. Il finit son entrevue. Il transfère dans son fauteuil de compétition. Il fait de la pêche, je transfère dans le mien. Il part. Je pars derrière lui. J'étais là, je roulais comme ça derrière lui. Regarde, il n'y a rien là, je le suis. Ben, moi, quand je ne savais pas, lui, il se réchauffait. Quand je vous disais tantôt que le parcours va 3 km, il fallait faire 7 fois, il m'a dépassé 3 fois. Il m'a eu de 9 km sur 21 km. La 3e fois qu'il m'a dépassé, il était tellement frustré. Là. J'ai juste envoyé une connerie. Je ne dirais pas ce que j'ai dit. Je suis arrivé à l'arrivée, il était en train de passer une revue avec la même journaliste qui a un petit sourire. Ça avait été tellement facile pour lui. Et moi, je suis arrivé à l'arrivée. J'ai tellement gagné. Je le regardais en train de passer son entrevue avec son petit sourire. Je vais vous dire. À l'époque, je le trouvais en regret, avec son petit sourire. C'est là que je me suis dit, non, je pense que dans la vie, ça ne fonctionne pas de même. Hein. Là, ça me prend un entraîneur, moi aussi. Un vrai entraîneur, quelqu'un qui va me donner des outils pour que je puisse m'améliorer. À fois d'en parler de même, il y a une personne qui s'en vient de moi, elle me dit, j'ai entendu parler que tu cherchais un entraîneur, tu vois. Il dit, moi, il y a un de mes copains qui entraîne 3 marathoniens à Montréal. C'était pour moi l'un des 3 meilleurs coureurs qu'il y avait au Québec à l'époque. Je dis, bien, mon copain t'entraînerait. Hey, c'est lui que ça me prend. Un entraîneur de haut niveau de même, lui, il va me donner des outils que je peux m'améliorer. Fait que le type, il me donne ses coordonnées, je prends mon auto, je pars de Québec, je descends à Montréal, je me prends une chambre d'hôtel. Il était à peu près 10 heures le soir. J'allais plus chez lui. Ça faisait après 10 secondes, je parlais au téléphone. Il me dit, écoute, j'entraîne déjà 3 athlètes de haut niveau, je travaille à temps plein là-dedans. Je travaille à temps plein, je fais ça bénévolement, j'ai vraiment pas le temps. Il essaie de trouver quelqu'un d'autre. Enfin, moi, je lui demande, as-tu déjà entraîné ça, une personne dans le fauteuil roulant? Ben, il dit jamais. Ça serait une belle expérience de vie pour toi, ça. Je te le dis, là, je suis un phénomène, tout le monde le dit. Là. Je le faisais rire au téléphone, juste par curiosité. Il me dit, à quel hôtel que tu demeures? Fait que je donne un autre hôtel. Il dit, m'allez te voir demain matin vers 7 heures. Pour 15-20 minutes, avant d'aller travailler. À 7 h moins quart, j'étais en haut d'entrée, puis je l'attendais. Hein. Quand il est arrivé, je ne sais pas pourquoi, il m'a reconnu tout de suite. Il m'avait dit qu'il viendrait passer 15-20 minutes. En fin de compte, on a passé presque toute l'avant-midi ensemble. On parlait sur de choses. Il connaît ma philosophie, ma personnalité. Arrive la fameuse question. Il me demande, pourquoi tu veux faire de la compétition? Tu fais ça au niveau provincial? Au niveau national, international? Je dis, non, moi je vais faire de la compétition, c'est parce que je veux juste pas tenter de jouer. Il me regarde, je suis fou. Et pour moi, tu as du travail à faire, mon homme. Tu as des potes à ouvrir, on va arriver là, toi. Lui, les potes à ouvrir, c'est des objectifs à court terme. À tous les jours, il faut ouvrir une porte. Parce qu'en revenant à mon histoire, je viens à bout de le convaincre. Fait qu'il me dit, on va faire un essai d'1 mois. Au bout d'1 mois, on décidera ce qu'on va faire. Bon, j'ai vu que tu demeures en Abitibi, moi je suis à Montréal, je ne peux pas te voir, c'est sûr, tous les jours. Il m'a demandé si j'avais un télécopieur chez nous. Aujourd'hui, on arrête tout un courriel, mais on recule une 20aine d'années. T'as-tu un fax? Non. Je me suis acheté un fax. À tous les matins, je vais t'envoyer ton entraînement par télécopieur. Et appelle-moi tous les soirs. À tous les soirs, je l'appelle. Première question qu'il m'a demandé, puis, t'es-tu fatigué? Non. T'es pas fatigué? Là? Non, non. Bien, moi, ce que je ne savais pas, à toutes les fois que je l'ai, j'étais pas fatigué. D'après vous, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait le volume, il montait l'intensité. Là, je faisais 300 qu'il m'entraînait, avec un soir, il me dit, t'es-tu fatigué? Non. T'es pas fatigué? Ben, je suis certain qu'il se dit, c'est un moyen phénomène. Il n'est pas brûlable. Bon, il dit, là, ça fait 3 semaines que je t'entraîne, fait que demain, on va commencer avec 2 entraînements. Tu vas en avoir un à 6 h le matin, puis l'autre vers la fin d'après-midi ou milieu d'après-midi. Vers 6 h le matin. Puis je dis, pourquoi pas 9 h le matin? On pourrait en faire une à 9 h le matin, puis une vers la fin de l'après-midi. Il dit, pourquoi 9 h? Ben, je ne sais pas, oui, la misère à me lever de ainsi. J'étais fatigué. Alors, pas ce que je m'entraîne, je cours sur une grippe, quelque chose. Comment tu veux que je t'aide à atteindre tes objectifs si on n'est même pas capable de communiquer ensemble avec toi? Il dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est du surmenage, c'est un entraînement. Là. C'est là que j'ai compris le principe. Mais il me donne une chance. On a recommencé à zéro. Il a commencé à m'emporter des entraînements. Puis à tous les soirs que je l'appelais, je lui disais vraiment comment je me sentais.
C'est drôle, hein? Il réajustait tout le temps l'entraînement en conséquence. Mais comme je disais tantôt, il faut d'ouvrir des portes tous les jours. Des objectifs faciles à atteindre. De t'atteindre régulièrement tes objectifs, parce que c'est des objectifs qui sont réalisables. À un moment donné, tu t'aperçois que tu regardes dans le miroir, tu as une certaine confiance envers toi-même. Tu développes une certaine confiance qu'à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, ça fonctionne à tous les coups. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont réalisables. Ce pas des choses que je voudrais pas André Huger. On l'a battu, mais ça a pris 5 ans. On a ouvert des portes pendant 5 ans. Mais je l'ai battu. C'est une course en Floride, c'est un 30 km contre la montre. André avait tout le temps gagné cette compétition-là, puis je le connaissais. Il arrivait même, celui qui arrivait en arrière de lui, il arrivait 2 minutes, 3 minutes en arrière de lui. Mais 5 ans plus tard, dans la même compétition-là, tu n'aimes pas en Floride, j'étais arrivé premier, puis j'avais battu 30 secondes. Je n'avais même pas réalisé que je venais d'atteindre mon objectif à long terme. J'avais tellement ouvert de portes avant d'arriver là que c'était rendu une porte comme un autre. En réalité, ça m'a même plus rendu un objectif personnel, c'était rendu un objectif d'équipe. Pourquoi? Quand je suis allé chercher mon entraîneur, lui, il est allé me chercher des outils. Il est allé me chercher un entraîneur en musculation, il est allé me chercher un technicien sur la route. Quand on avait besoin, on avait un psychologue sportif, on avait toute une équipe. Toute l'équipe travaillait dans le même sens. Pourquoi est-ce que tout le monde croyait à ce qu'on faisait? Parce que tout le monde donnait son maximum. On l'a atteint. C'est juste que je me suis aperçu que ça prend juste des croyances. Puis prendre des croyances, pour croire à quelque chose, c'est des choses que tu as déjà faites, que tu as déjà vues. C'est facile, c'est dur à essayer de faire comprendre, à donner la confiance à quelqu'un que tu ne l'as jamais vu, que tu ne l'as jamais fait. Moi, ça fait 30 quelques années que j'ai eu mon accident. Aujourd'hui, ça va très bien dans ma vie. Je gagne très bien ma vie. Je fais encore des activités. J'ai arrêté la compétition en 1996, à l'âge de 40 ans. Pourquoi j'ai arrêté en 1996? Parce que j'étais au marathon de Boston, puis j'étais sur la ligne de départ, puis le compétiteur qui était à côté de moi, il me dit « Est-ce que vous avez de l'air en forme? » Oh, je me suis dit, vous voyez, je dis, oh, je viens de comprendre que je ne suis plus rendu au même âge que les autres. Fait que je pense qu'il est temps que j'ai compris le message. J'étais encore en forme pareil, mais je veux dire, à un moment donné, tu arrives avec une personne de 25 ans qui a une bonne technique aussi. Tu arrives au sprint, ça te finissait tout le temps sur un sprint à la fin. Tu fais 42 km, puis tu finis 2 secondes derrière du premier. Mais quand tu es habitué d'arriver premier, puis gagner des victoires, à un moment donné, tu arrives tout le temps 6e, 7e, 8e, 3-4 secondes derrière du premier, mais tu n'as plus d'intérêt. Il est temps de passer à autre chose. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, j'ai pris ma retraite à 40 ans, quand j'ai commencé à me faire vous voyez, ça ligne de départ. En réalité, puis je m'entraîne encore aujourd'hui. Puis je pensais que ça va tout passer en travail de ça, avec ma famille, mes enfants, tout ça, ça va très bien, mon garçon, j'ai 2 petits-fils. C'est tellement drôle, mais drôle puis pas drôle en même temps. Je pensais d'avoir passé toutes ces étapes-là de ma vie. Émile, j'ai 8 ans. Charles, 6 ans. Ça fait à peu près 2 ans de ça, on est en auto. Mon petit-fils, Charles, il dit là, papy, là, quand on va retourner chez toi tantôt, là, ouais, on va pratiquer à marcher. Ah, ouais. On pourrait essayer, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner, Charles. Émile, qui à l'époque avait 5 ans, 6 ans. Ouais, j'ai pensé à ça, là. On va utiliser des béquilles. Tu vas être à côté de ces béquilles, tu vas être debout, tu vas marcher. Oh, je ne pense pas, Émile, ça va fonctionner comme ça. Et tu sais que ça prendrait pour que papy puisse remarcher? Il dit non, un miracle. Il dit, c'est quoi un miracle? Quoi un miracle? C'est quoi un miracle? Je vais essayer de t'expliquer ça dans mes propres mots. Là. Un miracle, c'est un affaire que tu ne peux pas. Il part à pleurer. Là, il pleure, puis il pleurait. Puis l'autre, son petit frère, le voit pleurer à côté, il part à pleurer lui aussi. Et non, là, j'ai regardé dans mon rétroviseur. Je dis, mais non, papy est heureux, là, c'est correct. Là. On t'a arrêté sa lumière, rien que les voit pleurer, je pars à pleurer moi aussi. Après 3 broyards dans l'auto. C'est juste pour dire, des fois, on pense que tout va bien, puis beaucoup, pouf, quelque chose, il t'arrive encore aujourd'hui. Là, c'est mes petits-fils, ça les fait tellement. Ils ont la misère à comprendre qu'avec que je ne marche pas, puis les autres, ils ne comprennent pas ça. Tu sais, mon garçon, il a expliqué, il dit,
Il dit, papy, là, il a tombé dans un trou noir. Tu sais, il dit, le bébé Jade, des bandes animées, puis la maman lion, papa lion, puis un petit bébé lion, Jade, son prénom c'est Jade. Fait, il dit à Émile, il dit, tu sais, il dit, la maman lionne méchante, là, quand elle a poussé le bébé lion, bébé Jade dans un trou noir. Là. Ouais. Il dit, papy est tombé dans un trou comme ça. Ah. Il regarde sa mère. C'est toi, maman, qui a poussé papy dans le trou? Tu sais, ça menait drôle, mais tu le vois vraiment, là. Puis là, quand tu étais jeune, c'était normal. Mais là, rendu à 8 ans, là, il se questionne en tabarnouche. Puis, je pense qu'on va rester avec ça toute notre vie, pareil, tout en grimpant. À mon avis, on pense que... C'est là que je me suis aperçu que bien souvent, il y a des gens autour de nous autres qui nous aiment. Hein, puis on a l'impression des fois qu'on vit une situation qu'on est tout seul. Mais je peux vous dire que je pense que ces gens-là vivent la douleur plus grande que moi, je peux la vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires pour Michel? Pas sa politique, j'en parle pas. Ça vous a fait réagir comment, là, son histoire? Vous êtes en usine, là? Il n'y a aucun commentaire? Non, ça se peut pas. Oui? Non. Il y a 2 ans, j'étais dans une usine, puis il y a une personne il s'est enfargé par terre, puis il a fait une commotion cérébrale, la personne. Son garçon travaillait à l'usine aussi. Puis son garçon, je jasais souvent avec, son père, il a eu de la misère à passer en travers de cet accident-là. Puis ça faisait quoi, 8-9 mois qu'il était chez lui, puis il avait des gros problèmes de mal de tête. Ça. À peu près 1 an plus tard, je rencontre son garçon encore, justement, d'un restaurant. Puis je dis, hey, salut, comment il va ton père? Il est décédé. Et il s'était suicidé. C'était banal ce qui est arrivé. Là. Il s'est enfargé par terre, commotion cérébrale, on va savoir ça, ça va revenir. On ne contrôle pas. Ça aurait pu être évité. Mon accident aurait été évité, là, à 100 là. 3 petites questions, la 51-49, n'oubliez pas. Là. Si ça arrive à 100, d'après moi, on devrait être capable d'arrêter ça, ces accidents-là. Il ne faut pas se rendre là, justement. Autre commentaire? Il y en avait là-bas? Debout, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Lodou Sopi, nouvellement employé à la Ville de Montréal. Je veux peut-être faire un clin d'œil, c'est toujours concernant la santé et sécurité. Ça n'a pas un lien direct avec la maintenance, mais il s'agit de l'utilisation du téléphone cellulaire au volant. Il a parlé de routine, moi ça m'a tout de suite marqué. C'était comme une routine, on répond vite au téléphone, on décroche, c'est la routine, rien ne peut m'arriver, c'est toujours les autres. Parce que la routine, c'est aussi ça. Moi, je suis celui qui est parfait, j'ai l'habitude de le faire, s'il y a accident, ça arrive aux autres. Jusqu'à ce qu'avec mon auto, je prenais un appel, je suis rentré dans un banc de neige, j'ai compris que je n'étais pas le Superman. Donc, ça n'arrive pas seulement aux autres. Depuis lors, mon téléphone, c'est dans le sac à linge en arrière sur vibreur. Donc, moi, j'invite les gens, ne pensez pas que ça ne peut arriver qu'aux autres. Ça peut vrai. Nous arriver. Très bon point, c'est vrai. Effectivement. Moi, je peux partager une chose. Je fais 65 000 kilos par année. J'en fais de la route. Puis, c'est flagrant lorsque tu es sur la route, tu as une voiture qui va moins vite que le trafic, ou qui ne fait pas les arrêts au même endroit, c'est presque automatique. Ils sont en train de texter, ou c'est flagrant. Puis, comme tu dis, on ne se voit pas, on se pense les meilleurs.
mais de l'extérieur, on le voit, ça fait toute une différence. Autre commentaire? Oui, levez-vous, s'il vous plaît. Attends, le micro arrive. Bonjour, Jean-François Vincent. Je suis de la mine Niobec. C'est nous autres là, qui avons un langage spécial. On est avec l'équipe. Je suis curieux de voir, parce qu'on parle de culture, santé, sécurité. Est-ce que ça vous est arrivé? Parce que visiblement, vous êtes allé à la mine Niobec. Puis il y a de mes collègues là, qui étaient là quand... moi, je n'étais pas encore à la mine quand vous avez fait votre conférence. Est-ce que c'est arrivé que vous êtes retourné et que vous avez constaté un changement de culture dans des endroits suite à l'intervention que vous avez eue? Comment vous avez marqué les gens? Parce que moi, ce que j'ai entendu à la tête, j'avais entendu parler de vous par d'autres collègues aussi. Vous aviez marqué quand même les gens. C'est incroyable. Surtout au changement de culture. Surtout dans les mines. Dans les mines, certains, je retourne encore dans les mines, dans l'Abitibi, tout ça. Puis, tu sais, nous autres, on est mineurs de famille. Mon père, mes oncles, mes frères sont mineurs. Puis, tu sais, on dit tant de personnes pour chafouin. Tu sais, c'était drôle, parce que mes deux frères, je suis allé dans une mine, puis justement, c'est des chafemans. Ils étaient en train de creuser le puits dans une mine dans l'Abitibi, puis la direction dit « Hey, tes frères sont ici. » Ah ouais, parce que je travaillais pour un contracteur. Il dit « Attends-tu qu'on allait les voir? » Je dis « Ah ouais, ça va. Dans le camion, puis il était à la surface, il était en train de préparer des choses. J'arrive là, les lunettes dans le visage, le chapeau, le harnais, prêt à... Regardez mes frères, j'avais évolué, tu sais, dans le fond. Je m'aperçois beaucoup que ça a certain que ça a évolué aussi depuis une trentaine d'années, mais les gens, oui, sont plus sensibilisés. Parfois d'en parler. Puis, ce qui est malheureux souvent, l'être humain est comme ça. Après une couple de mois, normalement, après une conférence, des fois, on oublie. C'est prendre, tu vas sur l'autoroute, tu arrives sur un accident, puis là, c'est un accident assez grave, puis quand tu repars, tu fais attention, tu es là, c'est pas drôle, je sais pas, au bout de 100, 150 km, tu t'aperçois, je suis encore à 110, 120, c'est humain, c'est une perception. C'est pour ça que c'est important les règles, les normes. Bien souvent, des fois, on est contre des règles, contre les normes. Ça existe parce qu'il ne faut pas se fier de notre perception. Là. Comme je disais tantôt, il y a des gens qui travaillent à 20 mètres dans les airs et disent que c'est pas haut. Il y a des gens qui vont travailler à 3 mètres et vont dire que c'est haut. Là. C'est une perception. Autre commentaire, question? Levez-vous debout, s'il vous plaît. Michel Perriard, à la Ville de Montréal. Donc, merci pour ce témoignage-là. C'est très touchant. Merci. Chapeau d'avoir mis de l'eau dans votre vin pendant toutes ces années-là, puis nous faire la démonstration que c'est important. Je pense qu'on peut dire ici que la planification, on peut l'incorporer aussi, puis ça peut réduire en intégrant du cadenassage, la bonne prévention pour éviter les shortcuts puis les raccourcis, comme vous disiez. Et je pense qu'il y a un lien étroit à faire avec la bonne et saine planification des travaux pour éviter ce genre de comportement-là. Fait que je vous en remercie encore. Merci. Mais tu sais, souvent, la communication, nous, on a développé des outils, c'est tellement simple. Dans les mines, on appelle ça la table ronde. Tu sais, le matin, le contremaître s'assied avec les mineurs, tu avais descendu sur terre. Bon, le matin, on a telle affaire. Qu'est-ce que tu ferais pour éliminer le risque ce matin? Qu'est-ce que vous feriez, les gars? Les gars disent, mais regarde, on va descendre, il faut travailler en hauteur aujourd'hui, on va descendre les harnais de sécurité. Juste le fait d'en parler comme ça, tu amènes les gens à communiquer. C'est un travail d'équipe en réalité. Tu sais, après, dire, hey, là, fais attention, attachez-vous, non. Tu sais, mon nez, ça devient anodin. Là. À mon nez, je pense que c'est un travail. Tout le monde autour d'une table. Bon, on fait ça le matin. On va faire ça de cette façon. On va faire ça de cette façon-là aujourd'hui pour éliminer le risque. C'est un travail d'équipe en réalité. La communication. Exactement.
souvent, on dit, ben, ça prend du leadership. Puis souvent, quand je demande souvent du leadership, ben, explique-moi des propres mots, ça veut dire leadership. Des fois, on tourne en rond, ça veut dire leadership. Bien, du leadership, pour moi, c'est emmener les gens dans un même but commun, en réalité. Si le superviseur travaille avec son équipe, puis qu'il amène son équipe à aller dans un même but commun, ça va être le leadership. Puis je pense que pour amener les gens dans un même but commun, mais tout le monde a droit de parole. Situation mondiale, on fait quoi aujourd'hui pour éliminer ce risque-là? C'est comment qu'on devrait prendre? Celui qui est le mieux placé pour le dire, pour le faire. C'est bien que celui qui travaille dans cet environnement-là. Là. Oui. Lui, il a connaît sa job. Yes. Monsieur Michel, merci beaucoup pour le partage, c'est incroyable. 3 mots qu'on va souvenir, communication, routine, raccourci. Merci. Merci beaucoup.